Bonjour à, bonjour à tous, William Afoyon-Goetz, consultant environnement immobilier rural. Donc on se retrouve aujourd'hui le 28 décembre 2017. Alors bon, déjà je vous passe de très bonnes fêtes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Fin d'année 2017, nous passons en 2018 dans quelques temps. Vous êtes bien sur la chaîne Science Environnement. Donc cette chaîne elle a pour objectif d'une part transmettre des informations techniques et rationnelle aux étudiants et aux particuliers dans le cadre de la transition environnementale. Et elle a pour dynamique, d'autre part, la sensibilisation des collectivités locales à la thématique de la transition environnementale, puisque vous savez qu'on parle beaucoup de cette transition, mais il va falloir l'appliquer dans les faits. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve pour un support de cours, puisque je réalise un certain nombre de cours pour des licences, des BTS, des classes d'école agricole. Aujourd'hui, c'est un support de cours sur une intervention que j'ai faite dans le domaine de l'expertise forestière et produits bois associés auprès de licence 2 et de Master 2 Environnement Territoire. Donc le document que je vous ai transmis, et là je m'adresse directement aux étudiants, est une suite de diapositives, là au format PDF, initialement PowerPoint, qui traite quelque part d'une vision un petit peu globale de ce que peut être l'expertise forestière, la filière forestière et produits bois associés. Ce n'est pas exhaustif, j'aurai l'occasion d'ici quelques semaines et quelques mois d'enrichir mon site internet akeasilva.com de documents et de vidéos qui iront plus dans le détail. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, et il y a pas mal d'informations, ce qu'on va faire c'est sous une capsule d'une vingtaine de minutes, je vais rappeler quelques détails au sujet du fonctionnement de ma chaîne tout de suite, une vingtaine de minutes qui seront consacrées à des commentaires que je fais sur ces diapositives. Donc je reviens rapidement sur la chaîne Science Environnement. C'est une chaîne qui se veut scientifique, rationnelle, donc neutre. Vous avez tout à loisir de mettre des commentaires, de participer, de me contacter via mes différentes chaînes et sites internet, mais je ne discute que dans la rationalité, c'est-à-dire je ne veux pas de débat passionné, on échange dans la courtoisie, on partage de l'information, ça ne doit pas aller plus loin. Alors on peut ne pas être d'accord sur tel ou tel point, mais je rappelle, c'est que la démarche scientifique et rationnelle, elle se veut neutre, donc si je dis que 2 plus 2 font 4, je pense que 2 plus 2 ne font pas 6, à mon avis. Ou alors après, on tombe dans d'autres domaines de compétences ou d'autres domaines de connaissances. Donc il faut vraiment s'entendre sur cette idée de rationalité et de la nécessité d'un diagnostic scientifique qui est très posé. Donc là, j'ai pris quelques petites notes. Donc je vous prie de m'excuser si vous me voyez un petit peu partir à droite à gauche au niveau de ma visualisation. Mais donc je reviens sur ce point précis. Vous avez la chaîne Science Environnement que vous visualisez tout de suite, immédiatement. Vous avez également une chaîne que j'anime qui s'appelle Consultance en environnement immobilier sur Vimeo. Cette chaîne-là, finalement, c'est un peu comme la chaîne Science Environnement sur YouTube, sauf qu'elle a un format un peu plus condensé et les capsules sont plutôt de l'ordre de 3 à 7 minutes, pas plus. Voilà, et vous pouvez me retrouver également sur Twitter et sur Facebook. Je mettrai je mets donc sous la description, dans la description de cette vidéo-là, les différentes adresses. Donc aujourd'hui, la filière expertise forestière, forêt-bois, c'est parti. Je commencerai par la diapositive de numéro 3. Donc, un petit complément sur cette diapositive sur l'entrée histoire forestière. Donc là, il est très important de comprendre que les paysages façonnés aujourd'hui que l'on peut observer autour de nous, que ce soit en Indre-et-Loire, en Indre, dans les départements de la région centre ou d'autres régions françaises en particulier, sont des paysages qui sont façonnés notamment par l'homme. Vous aurez d'ailleurs tout à loisir d'aller de chercher de l'information auprès de Madame Corvol, groupe d'histoire forestière, donc groupe d'études et de recherche sur l'histoire forestière française, Madame Corvol, C-O-R-V-O-L, qui pourra vous donner plus d'approfondissement sur ces thématiques. Sur la diapositive numéro 3, je mets en avant le personnage de Louis de Froidour, qui a opéré sous Colbert, sous Louis XIV, à la réformation des eaux et forêts. Il faut savoir qu'à l'époque, le transport n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Pas de chemin de fer, pas de bus, pas d'autoroute, etc., etc. Donc, le grand intendant des eaux et forêts, Louis de Froidour, le grand maître des eaux et forêts, Louis de Froidour, arpente le territoire à pied et à cheval pour essayer de trouver une gestion, ou de mettre en place du moins une gestion équilibrée
des besoins entre les bois de la couronne et entre les demandes des civils sur place. Et c'est quelqu'un, Louis de Froidour, qui va réellement se rendre compte des difficultés qu'il y a à concilier les deux pour trouver un équilibre. Donc, sur cette diapositive-là, il y a vraiment un intérêt à creuser cette question des besoins des bois de la couronne et des demandes des civils sur le terrain. Alors, je mettrai là aussi quelques liens sous la vidéo pour vous donner quelques informations complémentaires. Diapositive numéro 4, la notion de quart en réserve, toujours dans cette logique d'histoire forestière. Quart en réserve, comme le quart, comme la fraction, 1 sur 4. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, sous Louis XIV en particulier, la couronne ayant de gros besoins de bois de marine, va faire en sorte de réserver ces bois-là, quelque part par la force, c'est-à-dire qu'il y aura, via les intendants des eaux et forêts sur le terrain, l'obligation pour les civils de faire respecter cette réglementation-là. Alors effectivement, on n'est pas comme en 2017 où on a tout un réseau d'agents patrimoniaux via l'ONF. Là, on est dans quelque chose qui est plus délicat à mettre en œuvre, puisque les outils de communication sont moins développés, mais qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour les besoins des bois de couronne. Donc on parle bien de la notion de quart en réserve. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous trouverez dans les ventilations de caractérisation des peuplements forestiers la notion de réserve. Habituellement, le type de peuplement qu'on trouve classiquement en région centre en particulier, c'est le taillis sous futet. On peut trouver une dénomination qui est plus simplifiée, puisque le taillis sous futet correspond à une norme sylvicole, qui là s'appellera le taillis avec réserve, mais ça a la même signification. Les réserves étant les bois de l'étage dominant, donc les grands chênes en particulier, qui vont être réservés pour des exploitations à destination des arsenaux, pour la batellerie et pour la navigation notamment. Diapositive numéro 8, une notion très importante si vous êtes intéressé par la biologie, par le fonctionnement des tissus végétaux, etc. Et notamment si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine du bois d'un point de vue structurel. Il faut vous intéresser au concept de plan ligneux. Le plan ligneux, P-L-A-N, plus loin ligneux comme la lignine, ce constituant très dur qui permet au bois d'avoir sa dureté. Donc L-I-G-N-E-U-X, plan ligneux, qui vous donne véritablement la carte d'identité des différentes espèces de bois. Donc je cite sur cette diapositive, je nomme deux exemples, le hêtre, qui est plutôt d'une nature homogène, puisque les vaisseaux qui le constituent sont plutôt homogènes, à la distinction du chêne sessile, qui lui présentera des cernes, puisque vous savez que le cerne, c'est le rayon annuel qui permet la croissance progressive du bois. Le chêne sessile qui lui présentera un bois plutôt hétérogène, par rapport à l'hétérogénéité des vaisseaux présents. Je ne rentre pas dans le détail, sentez-vous libre de me donner, soit de faire des commentaires ou de me poser d'autres questions. En tout cas, le plan ligneux, c'est vraiment la carte d'identité du bois. Diapositive numéro 9, sur la notion de diagnostic sylvicole à diagnostic forestier. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que habituellement, quand on est à l'école forestière, on est censé apprendre par cœur toute une série de plantes, toute une série de taxons animaux, etc. Il est bien d'avoir quelques bases, mais le diagnostic que vous allez apporter en tant qu'expert de terrain, ou en tant que consultant lambda ou agent d'une collectivité territoriale, ce sera un diagnostic au contact du propriétaire. Donc vous allez avoir un certain nombre de documents à récupérer et un état des lieux à réaliser. Cet état des lieux, en fonction de la surface à inventorier, peut prendre une journée, 2 journées, 3 journées, ou voire même plusieurs semaines, quand on a de très gros massifs. D'accord ? Donc là, c'est important d'avoir cela en tête. Dans le cadre du diagnostic, qu'est-ce qu'il est important réellement de mettre en avant ? La première des choses, c'est de replacer le peuplement dans son espace global, d'avoir une visualisation assez nette de la profondeur du sol, de la nature du sol, donc quelles sont les proportions d'argile, de sable, de limon, etc. Et d'appréhender la capacité de l'enracinement des arbres présents sur le fond. Ça, c'est très important. Alors, je ne rentre pas dans trop de détails, j'y reviendrai dans d'autres documentations. Ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, à une époque très conflictuelle sur la question de la cynégétique, c'est-à-dire de la chasse,
c'est que cette activité, peut-être que mes propos froisseront certaines personnes, ce n'est pas mon intention, mais là encore, diagnostic rationnel, cette activité n'est pas nécessaire au fonctionnement sylvicole. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on soit, nous, capables, communauté humaine, capables de comprendre et d'envisager notre propre impact sur l'environnement. Et notre impact sur l'environnement, il est beaucoup plus profond et destructif que peuvent l'être l'impact sur l'environnement des populations de sangliers ou de cerfs. Et là, je ne parlerai pas des indices kilométriques d'abondance ou même de la perte d'un certain nombre de populations de différentes espèces animales sur certains secteurs. À mettre en parallèle avec le nombre d'accidents très importants, d'accidents mortels ou plus ou moins graves dans le domaine de la chasse d'un point de vue civil. Là, j'y reviendrai plus précisément dans des documentations plus détaillées. Donc pour les diagnostics, c'est vraiment important d'avoir cette vision globale, enracinement, sol, capacité aussi à l'arbre d'aller chercher la lumière et donc volumétrie, est-ce qu'on a de grands arbres, de gros arbres, est-ce qu'on a des arbres plutôt rabougris, etc. Et puis de faire un détail sans pour autant être exhaustif sur les communautés végétales présentes. D'accord? Donc ça, c'était le point à soulever sur la diapositive numéro 9. Diapositive numéro 10. En ce qui concerne les acteurs dans le monde forestier, c'est un petit peu un microcosme de l'aménagement du territoire. Les acteurs sont très nombreux. Donc, en tant qu'étudiant ou autre, qui êtes peut-être passionné par ces questions-là, je ne saurais que vous encourager à aller au contact direct. D'accord? Donc, les acteurs, ils sont très nombreux, les collectivités locales, les propriétaires privés forestiers, bien évidemment, les entrepreneurs de travaux forestiers, dont je vais parler pour la diapositive qui suit, tous les opérateurs, syndicats de chasse, etc., tous les opérateurs et personnes qui ont un intérêt à gérer, exploiter et profiter de ces espaces-là. Donc là, dans cette diapositive, la diapositive est assez exhaustive, mais je veux mettre en avant cette notion de contact direct. Moi, je suis quelqu'un qui privilégie le contact direct. Si vous avez des doutes sur tel ou tel acteur, n'hésitez pas à prendre un catalogue, un annuaire, un bottin et à contacter directement un entrepreneur de travaux, un débardeur, etc., etc. Voilà, c'est la meilleure façon de voir un petit peu comment s'organise ce monde forestier. Diapositive numéro 11, une diapositive qui est plus spécialisée, qui présente plus spécifiquement des opérateurs indispensables à la récolte du produit bois, les ETF. Donc les ETF sont les entrepreneurs de travaux forestiers. Ces entrepreneurs de travaux forestiers constituent véritablement le maillon indispensable de la récolte. Sans eux, il n'y aura pas de coupe, il n'y aura pas d'abattage, il n'y aura pas d'éhoupage, il n'y aura pas d'extraction des grumes du parterre des coupes jusqu'aux places de dépôt, et il n'y aura pas de transport de bois jusqu'aux établissements qui seront chargés du sciage. Donc ça, il faut le savoir. Là, j'ai un petit peu cité les quatre principaux acteurs en termes de récolte, en termes d'opérations, de travaux et de coupe. Mais il faut vraiment penser qu'à l'heure, pour l'instant, de la mécanisation assez forte de la filière forestière, on pourrait aussi parler de la filière animale et des animaux de trait qui existent encore en forêt, mais à l'heure de la mécanisation forestière, ces opérateurs qui prennent souvent beaucoup de risques, en particulier les bûcherons et hoopers, sont indispensables à la récolte, puisqu'on a une gestion qui est moins communale, finalement, au sens collectif du terme. On a maintenant une gestion qui est plutôt éclatée entre différents intervenants, avec éventuellement un gestionnaire ou un expert qui sert de point de jonction. Et là, je regarde en même temps mon chronomètre, parce qu'on est déjà à 13 minutes 50, donc ça passe assez vite. Diapositive numéro 13, la filière. Alors là, prochainement sur mon site akeasilva.com, je transmettrai un document qui, j'espère, sera le plus exhaustif possible sur ce qu'est la filière produits bois, produits ligneux et produits non ligneux. En France en particulier, mais il y aura aussi un élargissement du document à la sphère européenne, Europe du Nord, produits bois Europe du Nord et produits bois américains. D'ailleurs, je ne saurais que vous conseiller de vous informer auprès de la NHLA, la National Hardwood Lumber Association. C'est une association américaine qui officie dans le classement, le tri, la normalisation des hardwoods, c'est-à-dire des bois de type chêne en particulier, pas seulement. J'y reviendrai. Donc la NHLA, National Hardwood Lumber Association. Les Américains du Nord sont vraiment
très moteurs dans l'économie bois mondiale. Ce sont des gens qui ont une très grande culture environnementale. Alors là, je ne parle pas des abus qu'il peut y avoir, puisque ça c'est vraiment au niveau international, mais en termes de culture forestière, et en particulier en termes de récolte de produits non ligneux. Donc là, champignons, gibier, etc. Alors, quand je dis gibier, on est bien d'accord que sur la question de la chasse, il y a beaucoup à dire et on en viendra ultérieurement. Sur la diapositive qui suit, diapositive 14, alors effectivement vous avez vu que je n'ai pas suivi, il y a des diapositives que je ne commande pas, je ne fais vraiment que des commentaires sur ce qui me paraît essentiel immédiatement. Diapositive numéro 14, vous avez ici les différentes classes de qualité. Les différentes classes de qualité suite à une inspection visuelle lorsque vous avez l'arbre devant vous et que vous arpentez un bois, notamment avec l'exploitant forestier. Donc l'exploitant forestier qui va être la personne qui va faire une offre pour acheter les bois sur pied aux propriétaires. Donc il y a classiquement, et là vous pourrez aller jeter un œil sur le site de la Fédération nationale du bois, la FNB, vous avez classiquement une ventilation en 4 catégories, 4 classes ABCD, que je serai amené à détailler ultérieurement, et qui permet de savoir à peu près vers quelle filière, quel produit fini on va orienter telle partie de grume. Donc la grume étant la partie de l'arbre qui est abattu à terre sans le houppier. Le houppier étant la partie sommitale qui permet à l'arbre, via les branches, les feuilles, de faire la photosynthèse. Donc, je voulais revenir justement sur ce classement ABCD parce que vous avez un annuaire qui est édité chaque année par la Fédération nationale du bois et qui conserve dans ses premières pages, normalement, je n'ai pas vu le dernier exemplaire, cette ventilation en 4 classes de qualité. Donc c'est très intéressant, ça permet après, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, d'aller plus dans la connaissance technologique des bois, les défauts, que les Américains appellent defects, D-E-F-E-C-T, associés à des malformations physiologiques, problèmes de sylviculture, à des pourritures, des champignons, des insectes, etc. Et qui vont nous permettre ensuite de classer le produit bois, de l'orienter vers différents types de produits. Donc ça peut être pour de la menuiserie, de la tonnellerie, de la charpente, etc. etc. Nous arrivons progressivement à la fin de cette intervention. Diapositive numéro 22. Pour ce qui est, là c'est une diapositive globale qui n'est pas très détaillée, mais qui permet d'avoir une idée des interventions de l'Office national des forêts en coupe. Il y a notamment un terme que je n'ai pas détaillé, et je le détaille ici, c'est l'objet du commentaire, le terme de dépressage, D-E accent aigu, P-R-E, 2-S-A-G-E. Le dépressage permet d'abaisser les densités des tiges à l'hectare. Donc vous voyez sous la petite image que j'ai mise sur la diapositive, il y a le terme dépressage, et si vous regardez bien l'image, vous voyez des tiges qui sont à peu près d'une hauteur de 50 cm et qui sont coupées. Par contre, à côté, vous avez la tige restante des arbres, et là on doit être dans un perchis. Je vais revenir juste après sur la notion de perchis. C'est un abaissement des densités qui est fait avec un appareil à disque. L'inconvénient, c'est qu'il vaut mieux faire ces dépeçages ras terre pour éviter que les animaux ne viennent se blesser éventuellement derrière. Donc quand on laisse évidemment des chandelles de 50 cm de hauteur, ça peut avoir un impact non négligeable sur la faune et sur la circulation de la faune. La notion de perchis, je n'ai pas forcément mis dans les diapositives, eh bien c'est un des stades de l'évolution naturelle de la forêt en termes de croissance. Vous partez du stade semis, vous passez par les stades fourrés, gaulis, perchis, bas perchis, haut perchis, jusqu'à la futaie. Voilà, donc c'est un des éléments à prendre en compte. Et le dépressage étant une intervention qui permet au stade perchis d'abaisser les densités, comme on le ferait d'ailleurs en agriculture, sur un certain nombre de peuplements. Diapositive numéro 23, une diapositive très importante parce qu'elle met en avant les thématiques transversales de la vie des espaces forestiers. Ici, vous savez bien évidemment que les espaces forestiers font partie du territoire et qu'en tant que tels, ils subissent, en tout cas ils sont inclus dans un certain nombre d'usages, de servitudes routières, de génie civil, la proximité de ponts, de routes, d'autoroutes, d'infrastructures, de superstructures, de lignes aériennes, de lignes EDF, etc. etc. Je voulais pointer du doigt une thématique très importante ici sur cette diapositive,
la thématique DFCI, la DFCI étant la défense des forêts contre l'incendie. Cette thématique va prendre de plus en plus de poids dans les années à venir à cause des dommages très colossaux et toujours dramatiques en termes de pertes civiles et en termes de dégradation environnementale, en particulier des communautés animales et dégradation des sols, au vu de l'actualité très chaude justement au sens propre comme au sens figuré. Intéressez-vous de très près à la DFCI, la défense des forêts contre l'incendie. L'actualité nous pousse à nous y intéresser plus, mais il faut quand même savoir que la majorité des incendies ont pour cause des actes soit criminels, soit des négligences humaines. Voilà, donc là pareil, je serai amené à détailler cela dans d'autres documents. On ne fait jamais assez de communication sur ce sujet-là. Diapositive numéro 24, là on arrive aux 2 dernières diapositives. Numéro 24, il s'agit ici de comprendre que les espaces forestiers ne peuvent pas être exploités en termes de produits bois, en termes d'exploitation bois, si ils ne sont pas irrigués par des réseaux de pistes, de routes, de cloisonnement en leur sein. Donc ça c'est très important de dire qu'avec la mécanisation actuelle, voilà, quand vous avez un John Deere de plusieurs tonnes qui veut se faufiler en forêt pour débarder des grumes qui font plus de 2 mètres cubes, il est nécessaire que ce fameux John Deere puisse, alors John Deere étant la marque d'un équipementier de produits techniques motorisés dans le domaine de la forêt et de l'agriculture, il est nécessaire que ce John Deere puisse avoir accès d'une part à une place de dépôt et d'autre part éventuellement à une piste ou à une route qui lui permette de sortir et d'être transporté par un porte-char à la fin de son chantier. Donc ça signifie que le transporteur routier, le transporteur de grumes, aura lui aussi accès au peuplement. Il doit forcément avoir accès au peuplement pour assurer sa tâche de transport de bois de la place de dépôt jusqu'à la scierie. Voilà. Donc pareil, il y a beaucoup de choses à venir sur mon site, mais je reparlerai de cette notion de desserte routière, puisqu'on rentre dans l'ingénierie routière et il est important quand on fait de l'expertise forestière d'avoir quelques notions de génie civil en termes d'implantation de routes pour discuter avec les services territoriaux de l'aménagement à peu près d'une même voie, hein, surtout quand vous demandez des autorisations pour sortir des bois sur des espaces ou des routes qui partagent d'autres usages. Ça peut être notamment le cas dans certains massifs pour des pistes cyclables ou autres, hein, des secteurs qui sont empruntés par le public. Donc la desserte forestière par route, par piste est extrêmement importante dans le cadre de l'industrie du bois actuelle. Dernière diapositive, et non des moindres, c'est la diapositive sur la place du gibier. Là on est à 22 minutes 15. La place des grands animaux en forêt, là c'est une cartographie très intéressante qui montre, alors il y a 10 ans certes, mais qui sera mise à jour prochainement, qui montre l'impact très important des aménagements routiers sur l'accidentologie. Et donc on voit, vous pouvez envisager sur cette petite carte-là, le nombre de collisions qu'il y a eu dans le département de la Mayenne sur à peu près un intervalle de temps d'une année, avec entre des chevreuils, des sangliers et des automobilistes. Donc qui n'est pas sans jouer... qui n'est pas sans avoir d'impact sur les politiques d'assurance publique en France. Et là encore, le plus on modifiera et on adoucira notre façon d'occuper l'espace, et le mieux les communautés animales seront prises en compte. Et je le répète encore, même si c'est sujet à polémique, mais même s'il n'y a pas de polémique, aujourd'hui on ne peut pas assurer la sécurité des gens à la chasse. Il y a beaucoup trop d'accidents graves. Le gibier est le premier impacté et je pense qu'on a réellement une mauvaise vision des choses en termes de biologie et de participation de la biologie de la grande faune aux écosystèmes forestiers, parce qu'on ne fait pas assez de science, on ne fait pas assez d'observation. Voilà, retenez ça bien. Là, je m'arrête, on est à 23 minutes 30. Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle année 2018. Excusez-moi si j'ai été un petit peu volubile, j'ai dit pas mal de choses. Laissez-moi vos commentaires, nous nous tenons informés. Et puis là, j'ai lancé depuis quelques temps la conférence Transport et Environnement, en particulier sur les petites agglomérations comme Tours, TOURS en France, et les problèmes du tramway, puisque ce sont les tramways qui sont surdimensionnés, qui sont trop gros pour des petites villes comme Tours ou Orléans, etc. Et on sera amené dans le cadre de ces conférences-là, non seulement à faire des conférences physiques sur le terrain, mais à s'intéresser fortement à ce qui se passe en Amérique du Nord. Et vous verrez que le débat, et également en Asie d'ailleurs, les débats sont totalement différents. Donc il faut s'accorder sur l'idée de dire que plus on améliorera notre façon de voir l'environnement et de le respecter,
et mieux notre vie finalement, voilà, mieux notre vie pourra se réaliser tout simplement. Donc moi je m'arrête là, 24 minutes 29, là j'ai explosé les scores. Donc je vous dis à très bientôt, mon site internet akeasilva.com, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, alors là je suis en train de regarder sur ma feuille, je pense que je n'ai pas oublié, je pense que j'ai fait à peu près le tour des diapositives que je voulais commenter. Donc restez connectés, voilà, prochainement il y aura d'autres contenus. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.